Bonjour à tous et à toutes. Je, je tiens à vous remercier d'être là aujourd'hui. Notamment, merci au jury de cette thèse, notamment au rapporteur et examinateur pour s'être intéressé à mon travail de thèse et qui me permettront d'aller plus loin dans ma réflexion, la discussion. Donc, je vais vous présenter ma thèse de doctorat intitulée Comprendre le processus de renormalisation et d'évaluation pour accompagner l'autonomisation au travail des agriculteurs engagés dans la transition agroécologique. Les cas d'éleveurs valorisant les milieux semi-naturels. Le plan de présentation est le suivant: contexte et cadre de la recherche, cadre théorique, stratégie de la recherche, résultats et discussion. Donc, face aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux qui traversent le secteur agricole, la transition agroécologique s'impose comme une voie prometteuse pour repenser les systèmes agricoles. Cette transition agroécologique renvoie à un changement de paradigme en agriculture, nécessitant de la part des agriculteurs et des conseillers de transformation profonde de leur travail. De cette manière, certains auteurs analysent la transition agroécologique comme une transition professionnelle qui implique pour l'agriculteur de repenser sa conception au travail, ses normes, ses valeurs et ses relations aux autres. De plus, la transition agroécologique va souvent de pair de la recherche d'une autonomie. L'autonomie se définit à l'échelle du système, mais aussi relative aux acteurs. À l'échelle du système, nous avons l'autonomie vis-à-vis des intrants, les marchés, les entités financières et l'autonomie fourragère ou alimentaire. À l'échelle des individus, nous avons l'autonomie décisionnelle, l'autonomie cognitive qui renvoie à la capacité de l'agriculteur de produire ses propres connaissances et à la prise de distance avec un environnement normatif. Donc l'enjeu, selon nous, est d'accompagner les agriculteurs dans la construction de ces différentes formes d'autonomie qui convergent vers l'objet central de notre recherche, le développement de l'autonomie au travail. Comme vous venez de voir, la notion de l'autonomie est fortement polysémique, tant dans les champs de la recherche que sur le terrain. Dans les deux cas, elle est abordée à la croisée de ses dimensions techniques et décisionnelles. Néanmoins, cette polysémie appelle à une clarification du concept pour éviter son instrumentalisation. L'appropriation de la notion d'autonomie demande un renouvellement des postures, des pratiques et de l'identité des agents du développement. Il ne s'agit pas de donner aux agriculteurs des recettes toutes faites, mais de les accompagner à la construction de leur système à partir de leurs normes et leurs valeurs. Donc, avoir une visée d'autonomisation au travail suppose donc de repenser les changements du regard sur la conception des formations et les accompagnements individuels qui leur sont dédiés. Le concept de l'autonomie a été largement étudié dans les organisations, notamment dans la sociologie du travail. De Terzac définit l'autonomie non seulement comme la capacité de produire ses propres règles, mais aussi d'utiliser des règles autonomes existantes en toute liberté. De son côté, Videt propose de caractériser l'autonomie comme une capacité d'inventer, c'est-à-dire une créativité normative qui sera un moyen pour l'individu de surmonter l'activité. Dans les champs de l'agriculture, nous avons notamment Coquille, qui a travaillé sur l'autonomie à l'interface entre l'émancipation vis-à-vis d'un contexte professionnel et technique normative, selon trois dimensions: altérité et confiance, sens critique et émancipation collective. Nous nous inscrivons dans la lignée de Coquille, qui met en évidence, sur la base d'analyses de transition professionnelle non abouties, que sans changer les façons de penser son travail, les changements de faire sont fragiles. Ainsi, Lemery et Slimy suggèrent que l'explicitation de l'impact des normes et des valeurs sur le travail des agriculteurs permettrait de mieux comprendre leurs choix dans leur exploitation. Ces auteurs montrent l'importance d'accompagner les changements axiologiques de l'activité ou à minima de les rendre visibles, car ces changements se présentent comme autant de défis pour la transition professionnelle des agriculteurs. Nous choisissons donc d'aborder l'autonomisation au travail comme un double processus de réconception des normes et des valeurs. D'une part, dans la confrontation aux situations singulières du travail, et d'autre part, par leur participation dans des collectifs où ces normes sont partagées et des expériences individuelles sont échangées. Une fois notre objet de recherche est bien précisé,
Nous avons suscité le dialogue entre deux théories afin de comprendre le processus d'autonomisation au travail. D'une part, la théorie de la renormalisation, issue de l'ergologie, développée par Yves Svar et Louis Durib, et d'autre part, la théorie de la valuation, issue de la philosophie pragmatiste, développée par Jean Dewey. Tous les deux, ils partent du principe que l'activité humaine est un lieu de création des normes, des valeurs toujours situées, expérimentales, évolutives et évaluatives. De son côté, l'ergologie analyse l'activité comme un lieu d'enchaînement de débats des normes et une succession de renormalisations. C'est-à-dire que l'individu, quand il va être confronté à sa situation de travail, va devoir arbitrer entre des normes externes ou antécédentes, issues d'un milieu historique, social et technique, et ses propres normes. C'est les normes que l'individu se donnera pour répondre à l'initiative par rapport aux normes externes. Donc, d'un côté, nous avons l'exigence sociale d'assimilation aux normes et de l'autre, une exigence vitale de faire sienne la norme. De côté de l'évaluation, donc l'évaluation est le processus par lequel l'individu évalue ce qui a de la valeur pour lui dans son activité. Donc, c'est une étape de réflexion s'ajoute. Si les choses auxquelles nous tenons méritent un tel attachement. Cette évaluation se joue dans la relation de fin et moyen que l'individu se donnera et qui le permettra de formuler de nouvelles propositions de valeur et de définir par lui-même ce qu'il lui convient d'adopter comme norme. Cette relation de fin et moyen, ça a été éclairant dans notre travail pour comprendre le processus d'autonomisation des éleveurs. Du côté de la renormalisation, elle nous a permis d'ancrer l'évaluation aux situations de travail et aussi prendre en compte non seulement la temporalité située de l'activité, mais la temporalité historique, celle du sujet avec son histoire. Donc, nous avons la problématique des recherches suivantes. Quelles sont les conditions facilitant les processus de renormalisation et d'évaluation chez des éleveurs en transition agroécologique? Pour cela, nous avons décliné cette question en 12 sous-questions. La première, plutôt une question compréhensive. Quels sont les processus de renormalisation et d'évaluation chez des éleveurs qui valorisent les milieux semi-naturels et quelles sont les conditions qui leur favorisent? De l'autre côté, une question avec une posture plutôt d'intervention pour identifier quelles sont les conditions formatives qui favorisent le développement d'une capacité d'enquête, de doute et de pensée. Pour cela, nous avons conçu un dispositif de recherche-intervention qui nous a permis, d'une part, de transformer les réels pour observer les phénomènes produits et d'autre part, de mettre à l'épreuve la connaissance produite dans cette thèse avec les acteurs qui sont concernés. Maintenant, je vais vous présenter mon terrain d'étude. Donc, je travaillais avec un réseau d'éleveurs à 12 échelles. À l'échelle nationale, nous avons le réseau Pâturage Juste et à l'échelle locale, le réseau Pâturon Pilat qui se situe dans le parc naturel régional du Pilat. Le réseau Pâturage Juste, c'est un réseau d'éleveurs qui a été créé et piloté, qui est piloté par Escopela depuis 2013. Il y a environ 1220 éleveurs qui sont répartis dans toute la France. L'association Pâturon Pilat a été créée par un collectif d'éleveurs il y a 10 ans. Et cette association est animée par les deux chercheurs de mission du parc naturel de Pilat. Tous les deux, ils s'articulent de formations collectives et des accompagnements individuels. Les éleveurs de pâturage juste, ils ont en commun un objectif, c'est de valoriser des milieux semi-naturels. Concrètement, cela veut dire qu'ils utilisent un autre type de ressources que l'herbe pour faire pâturer, pour l'alimentation de leurs troupeaux. Par exemple, ils font pâturer leurs aliments dans des terrains boisés, embroussaillés, ou avec une végétation plutôt ligneuse, comme par exemple la rose, voyez dans les photos. Cette façon de concevoir des systèmes d'élevage se traduit concrètement par des pratiques telles que la prolongation du pâturage, le fait de ne pas avoir de recours à des intrants, à l'achat d'aliments et des intrants, être autonome au fourrage et même tenter de s'en passer. Pour y parvenir, ces éleveurs doivent revaloriser les prairies et les parcours, reconsidérer leur alimentaire de ces espèces, comme les lignons qui étaient auparavant considérés comme indésirables. Donc, je pars du postulat que valoriser des milieux semi-naturels amène les éleveurs à renormaliser et acquérir de nouvelles compétences qui découlent de cette renormalisation. Ces éleveurs s'appuient sur la démarche pâturage juste qui a été conçue par Escopela.
qui prône un cheminement autonome et réflexible. Elle ne vise pas à fournir des recettes, mais plutôt un outillage pour que l'éleveur puisse définir ses objectifs, repenser et ajuster ses pratiques ou ses sons à sa situation et à son territoire. Donc, je présente maintenant ma méthodologie de recherche. Donc, avant de démarrer ma thèse, j'étais embauchée sur un projet de 3 ans, le projet Pâture Juste. À ce moment, j'ai fait une immersion participante chez une éleveuse pour pouvoir suivre son travail et analyser les raisonnements quant à la gestion du pâturage. Cette immersion participante a eu lieu à mon premier atelier qui s'appelait le récit d'apprentissage, où je demandais à l'éleveuse de raconter son cheminement d'apprentissage et de désapprentissage pour pouvoir valoriser des milieux semi-naturels. Cet atelier a eu lieu au centre du réseau Pâturage Juste. Ensuite, une fois que j'ai démarré la thèse, j'ai mené 8 entretiens individuels sous la base des récits des trajectoires auprès des membres de Pâture Pila et de Pâture Juste, afin de comprendre leur trajectoire d'autonomisation au travail. Les récits m'ont permis d'intégrer la perspective diachronique de la renormalisation et grâce au questionnement inspiré de l'entretien d'explicitation, ça m'a permis d'interroger l'activité et la dimension subjective, c'est-à-dire les intentions et les significations que les éleveurs donnent à leur activité. Ces entretiens m'ont permis d'identifier des situations de travail où des renormalisations et d'évaluation se jouent pour qu'on puisse pour les mettre à disposition au collectif. C'est ainsi que j'ai demandé à un éleveur enquêté de pouvoir raconter son récit d'autonomisation auprès des 50 membres de Pâture en Pilat. Et donc là, l'objectif, c'était de rendre visible les débats des normes internes d'un éleveur, mais aussi de provoquer la discussion des débats à propos des normes entre pairs suite au récit. En 2024, donc, j'ai mené mon troisième atelier au sein de l'association Pâture en Pilat. Et là, j'ai fait, bon, c'est que j'ai conçu et animé cet atelier à l'image du 12e atelier, mais cette fois-ci, c'est moi qui racontais les récits d'autonomisation de l'éleveur enquêté et j'ai ajouté une étape supplémentaire. J'ai demandé aux éleveurs comment on peut favoriser l'autonomie au travail d'un autre éleveur, quelle modalité pédagogique l'utiliser. Donc, c'est comme ça qu'ils m'ont fait part de leur vision de collectif comme la somme des compétences qui pourraient être mises au service d'un éleveur. Et c'est ainsi que nous avons décidé eux, ils ont décidé de faire un accompagnement individuel par le collectif sans faire appel à un intervenant extérieur. Et donc, je leur ai proposé de tester la méthode de co-développement qui, a priori, pourrait répondre à leurs besoins. Donc, nous avons testé le co-développement, qui est une approche de développement professionnel entre pairs basée sur le partage d'expériences autour d'une situation problématique vécue par l'un des participants. Donc, dans le déroulement de ces tests, moi, les élèves, ils avaient un rôle actif et moi, j'étais en tant que participante. C'est Nathalie Girard qui a animé cet atelier. Et donc, mon objectif, c'était de questionner la situation problématique en prenant en compte d'autres dimensions du travail et pas que seulement les dimensions techniques. Ensuite, j'ai fait un entretien post-co-développement chez l'éleveur avec qui nous avons travaillé 6 mois après. Et enfin, j'ai fait un retour aux acteurs, à Scopella et l'association Pâture Pila au début de cette année. Par rapport à la méthodologie de traitement des données, j'ai eu tous les entretiens individuels et c'était analysé de deux façons. D'abord, une analyse transversale en m'inspirant, en m'appuyant de l'autorisation ancrée, et ensuite une analyse longitudinale où je me suis inspirée de l'avis thématique de processus d'évaluation conçu par Eslimi. Tous les ateliers collectifs ont été analysés selon l'avis des Mayans. C'est une grille qui nous a permis de trouver des indicateurs pour identifier comment les suggestions des pairs ont entré en résonance avec les vécus des agriculteurs. Donc, nous avons un premier paquet de résultats individuels A et des résultats des ateliers B. Donc ensuite, je vais vous présenter les résultats de l'analyse transversale. Donc, nous avons identifié des catégories de processus de renormalisation. Nous avons identifié que les éleveurs y composent et se confrontent avec un environnement normatif de proximité. Les éleveurs s'approprient de la ferme et l'orientation qu'ils souhaitent donner à leur système.
Cet environnement normatif de proximité, c'est plutôt la famille, les voisins et les propriétaires fonciers. La plupart des éleveurs enquêtés, qu'ils soient ou non issus de milieux agricoles, ont poursuivi les pratiques mises en place par leurs prédécesseurs au début de leur installation. Cette continuité de pratiques est associée à un processus d'appropriation de l'exploitation qui peut s'avérer long vu le temps nécessaire de comprendre l'exploitation avant d'envisager des changements. La volonté des éleveurs de choisir son système qui a du sens pour eux se manifeste concrètement par la mise en place de pratiques qui vont à l'encontre de ce qui sont appris à l'école ou par l'entourage familial ou par une pensée en lien avec une agriculture dominante. Tel est le cas de l'éleveuse Noémie qui dit on m'a fait croire que l'ammonitrate c'est un besoin et il m'a fallu 10 ans d'installation pour me dire en fait je n'ai pas besoin. Ou le cas de l'éleveur Joyce, qui dit pour moi, ça a de l'importance de produire avec ce qu'on a. Si demain je dois produire du lait et acheter la l'azote qui vient du gaz russe, l'essence, il est quand même moindre. Mais il ne s'agit pas que de déconstruire ce qu'on a appris, mais de reconstruire un nouveau schéma de réflexion et rééduquer son regard qui change, qui passe par changer leur habitude et ceux de ces animaux, et par leur éducation du regard quand une végétation semi-naturelle et à la capacité des animaux à la consommer, et de leur apprendre à consommer pour éviter la distribution de foin. Tel est le cas de Jean-Paul qui dit, donc si elle ne consomme pas de fourrage stocké, il n'a pas besoin de faire du stock. Du coup, c'est autant de tracteurs qu'on ne fait pas, c'est autant de gasoil qu'on ne passe pas. La réconception des normes a été favorisée par l'enquête, c'est-à-dire l'expérimentation, l'observation et l'évaluation des résultats de leur action. C'est une façon pour les éleveurs d'échafauder des références par eux-mêmes en lien avec les spécificités de leur système et permet par la suite de redéfinir des indicateurs de réussite en appréciant les effets positifs tant sur le plan technique comme sur le plan de travail. Comme il le dit bien Arthur, et je vais continuer comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'aller promener, de déplacer un lot de vaches, même si c'est l'hiver, que distribuer l'aliment dans un bâtiment. C'est pas le même travail. C'est construire une posture d'enquête est une condition propice à la renormalisation. Par posture d'enquête, nous comprenons l'attitude intellectuelle et pratique adoptée par un sujet lorsqu'il se trouve confronté à une situation incertaine. Tous les éleveurs, ils ont en commun leur goût pour l'expérimentation, la réflexivité et l'acceptation des risques. Et enfin, nous avons la participation de collectifs porteurs de mêmes valeurs et de normes est aussi une condition pour la renormalisation, parce que ça permet aux éleveurs de se conforter dans leur choix, de sortir de l'isolement et de se rassurer par le fait d'être entourés de personnes qui font comme eux, c'est-à-dire de normaliser d'autres manières de faire. Tel est le cas de Victor qui dit on n'est pas tout seul à avoir cette idée-là, on va le compte, il y a d'autres qui travaillent avec nous. Ensuite, je vais vous raconter la trajectoire d'évaluation de Noémie. Noémie, c'est une éleveuse qui, en 2007, reprend l'installation de son beau-père. C'était l'élevage des broutards pour les envoyer en Italie pour l'engraissement. Entre 2007 et 2010, Noémie ne peut pas faire de grands changements. Donc, elle reproduit toutes les pratiques de son beau-père et son mari qui étaient sous la ferme. Elle était installée toute seule, mais les beaux-pères et les maris étaient à côté. Et donc, en 2010, elle décide de faire des petits changements. D'abord, elle commence par arrêter l'ensilage suite à une mauvaise expérience avec la digestion du sorgho. Puis elle détermine enfin son objectif de donner plus de place au pâturage et être autonome en foie. Pour cela, elle se donne un moyen d'acquérir 17 hectares de parcelles et ce qui était majoritairement dans les sous-bois. Mais elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que cette parcelle de sous-bois, pour elle, ça valait rien. Et pour son mari aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont broyé systématiquement cette parcelle pour essayer de la transformer en prairie. En 2016 et en 2018, elle agrandit son troupeau de vaches et elle se trouve un peu limitée par les fonciers. Donc à ce moment-là, elle décide de faire quelque chose avec ces 10 hectares qui valaient rien pour elle, qui valaient rien pour elle. Donc elle entend qu'il y a une association et qui fait des formations, la formation pâturage juste, où il valorise ce type de milieu. Et donc elle y va sans être vraiment convaincue. Donc à ce moment,
Elle dit, en fait, elle croyait pas que les vaches pouvaient manger la ronce. Mais elle dit, peut-être c'est parce que je ne les observais pas, finalement, qu'est-ce qu'ils mangeaient. En 2019, l'enquête s'ouvre. En fait, c'est parce qu'elle a eu une réduction de son troupeau à la moitié, mais c'était de façon involontaire suite à une bactérie. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, il a fallu que je recommence de zéro. Mais cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas retourner à un système où mon salaire achète les foins. Et c'est pour ça qu'elle commence à faire des premières expérimentations. Bon, la préconisation de Scopella, c'était pas c'était de faire manger la ronce par les pâturages. Mais bon, elle, comme elle ne croyait pas trop, elle décide d'abord de faucher au lieu de broyer. Mais c'est cette expérience qui commence qui l'aide à comprendre le fonctionnement de la ronce. Et en ce moment, en 2020, elle décide de faire une deuxième expérimentation et elle met des vaches dans cette parcelle de sous-bois et elle observe qu'enfin, les vaches elles mangeaient ce type de végétation et qu'elles ne voulaient pas parce qu'elle avait cette appréhension. Donc finalement, elle commence à avoir une appréciation positive de cette expérimentation et à évoluer son regard et ses propres normes issues de l'habituation. C'est un exemple pour vous dire que j'ai fait une analyse de 3 cas, comme ça, longitudinales, qui m'ont permis d'identifier qu'il a eu des temporalités variées sous l'ouverture de l'enquête. En fait, nous avons vu qu'il y a un éleveur qui l'enquête s'est ouverte tout de suite après l'installation, alors que les 2 autres éleveurs, l'enquête s'est ouverte 10 ans, voire 20 ans après son installation. Il y a aussi et les 3 éleveurs diffèrent sur leur niveau d'adhérence aux normes portées par leur collectif. Il y a 12 éleveurs qui adhèrent tout de suite aux normes du collectif et après la formation parce que ces normes, ils ont du sens pour eux. Alors que l'éleveuse Noémie, comme vous avez vu, il a fallu du temps pour qu'il reconçoive d'abord ses propres normes pour adhérer aux normes du collectif ensuite. Il y a une convergence sur l'origine de l'enquête. L'enquête s'est ouverte chez les 3 éleveurs parce qu'ils voulaient arrêter de donner du foin. Mais aussi une convergence sur l'enchaînement d'expériences. Ce n'est pas seulement une expérience qui aide à changer, à renormaliser ou à évaluer, mais sinon l'enchaînement des expériences, c'est-à-dire la continuité des expériences. Et enfin, une diversité de conditions qui ont favorisé aussi les processus d'évaluation comme organisationnel, d'investissement matériel, d'appropriation des concepts théoriques, etc. Maintenant, je vais vous parler des résultats des ateliers collectifs. Donc, nous avons identifié les conditions formatives pour favoriser la renormalisation et l'évaluation. Je vais illustrer avec le cas d'Albert, c'est lui qui a bénéficié de co-développement. Une condition est de resserrer la problématique de départ pour identifier et formaliser la situation indéterminée. Nous avons d'abord passé d'une question très large. Albert, il voulait savoir comment on gère toutes ces parcelles. Mais finalement, nous avons resserré cette problématique sur une parcelle précise, où c'était une parcelle boisée, pareil, qui ne savait pas comment l'utiliser, comment articuler avec l'autre parcelle et les moments de pâturage. Donc, c'est à partir de là qu'on a donné un cible précis à notre enquête collective. Ensuite, il a pu comprendre aussi la détermination et ce qu'il induit. En fait, c'était qu'il ne connaissait pas sa parcelle. L'absence de solution est une condition aussi qui favorise l'identification des causes d'une activité interrompue. Albert, il a pu comprendre par lui-même que ce qui lui manquait, c'était avoir des repères pour identifier la végétation disponible. Ensuite, il a eu une condition, c'est l'accompagnement à l'identification du potentiel d'une parcelle. C'était les échanges collectifs qui ont permis qu'Albert prenne conscience que finalement, cette parcelle avait de la ressource. Elle avait certains types de végétation, comme la brachypode, le genêt, qui pourraient être mangés et que finalement, elle n'arrivait pas à voir parce qu'elle ne les connaissait pas. Il a pu accorder la valeur par lui-même à cette parcelle, non seulement au moment de coder, mais aussi par la suite, où il a commencé à mettre justement des vaches dans cette parcelle-là, il a observé qu'il les mangeait, mais aussi cette expérimentation, pareil comme le cas de Demi, ça a articulé avec une ancienne expérimentation où il avait laissé du repos sur pied sur une parcelle. Une autre condition, c'est aussi s'approprier les suggestions des pairs et les traduire en moyen au service de sa propre action. En fait, Albert, il n'a pas seulement
Et c'est pas seulement approprié des suggestions théoriques ou techniques, mais aussi des postures ou des définitions de qu'est-ce que ça veut dire être un bon éleveur. Par exemple, il dit, un truc que j'ai bien aimé de Pierre, c'est qu'il a dit qu'il a un vrai travail d'éleveur à faire, de me réapproprier de ma parcelle. Et enfin, questionner d'autres dimensions du travail pour rendre visible ce qui empêche d'agir est une autre condition formative. On s'est aperçu que ce n'était pas seulement la méconnaissance de sa parcelle ni de la végétation qui empêchait Albert d'agir, c'était aussi qu'il subissait les regards extérieurs du propriétaire foncier, que finalement, c'est ça aussi qui l'empêchait, parce que ça l'empêchait de faire comme il voulait. Et donc, cet accompagnement individuel par le collectif, ça a permis de lui rassurer pour pouvoir faire arrêter de faire des concessions avec les propriétaires fonciers. Discussion. Donc, parmi les contributions scientifiques, nous pouvons dire que l'autonomisation au travail ne relève pas que d'une autonomie décisionnelle, mais de la compréhension de ses propres choix et de l'origine des normes auxquelles nos décisions se réfèrent. Les normes sociales et professionnelles, les regards et les jugements extérieurs contribuent à l'indétermination de ces éleveurs. Il existe une difficulté de se détacher de certaines normes liées à l'identité du métier, c'est-à-dire à qu'est-ce que ça veut dire être un bon éleveur. La rassurance professionnelle joue un rôle crucial dans le maintien de l'engagement des éleveurs dans le processus de renormalisation, notamment lorsqu'ils sont en rupture avec l'entourage local. Lorsque les éleveurs valuent par eux-mêmes leur travail, ils sont moins attachés au jugement et d'autrui sur leur travail, favorisant ainsi leur processus de renormalisation. Et enfin, la renormalisation est un processus individuel et collectif, un processus conjoint avec les éleveurs, leur entourage et leurs animaux. Il s'agit de reconcevoir des normes professionnelles du métier d'agriculteur entre agriculteurs, mais également avec leur entourage de proximité, comme les agents du développement, ainsi que la communauté locale, y compris les voisins et les propriétaires fonciers. Et enfin, les contributions opérationnelles. Il nous semble important de combiner, en fait, il nous semble important de combiner différentes postures et différents formats d'accompagnement selon les stades de parcours de l'éleveur. D'après notre expérience, nous pouvons dire que les récits professionnels semblent pertinents pour ceux qui sont en début d'installation, car il permet aux participants de dédramatiser les potentiels problèmes à rencontrer et identifier des solutions. Ensuite, une redescente vers l'action est nécessaire. Le co-développement, par son caractère situé, a permis d'aller au-delà de la réflexion des normes en favorisant la rééducation du regard. C'est aussi adopter différents formats d'accompagnement selon les stades de la continuité de l'expérience de ces éleveurs. Ça veut dire il faudrait trouver un bon dosage entre aider un éleveur à soulever la détermination ou pour ceux qui sont dans la routine, peut-être provoquer une défixation de cette routine et déclencher une enquête. La parole d'un technicien entre en résonance avec un éleveur lorsqu'il se trouve déjà en processus d'évaluation de leur travail. Donc, nous croyons important accompagner les éleveurs à évaluer par eux-mêmes leur travail. Et enfin, centrer l'accompagnement individuel sur le vécu de chaque éleveur, qui est un humain avec une histoire, ses normes et ses valeurs et ses tensions. Nous avons fait un répertoire de dimensions de la renormalisation et de l'évaluation qui pourrait être travaillé d'un point de vue pédagogique. Les codev et les récits professionnels sont deux méthodes parmi un éventail de méthodes qu'on pourrait utiliser pour pouvoir susciter ces dimensions de la renormalisation. Notre proposition n'a pas pour objectif de fournir des recettes toutes faites ou conseillées, mais plutôt laisser une boîte d'outils pour que les conseillers et les formateurs puissent pour piocher dedans et les utiliser selon les conditions, selon la situation des éleveurs. Et enfin, en conclusion, et pour aller au-delà des cas des éleveurs, nous suggérons aussi d'accompagner la renormalisation des doctorants. Le travail doctoral, comme n'importe quel travail, est un espace de renormalisation permanente. Nous, les doctorants, il faut qu'on arbitre entre des normes externes, c'est-à-dire les normes qui viennent de la communauté scientifique,
des normes de la discipline à laquelle nous sommes attachés, mais aussi des normes de nos encadrantes. Et il faut qu'on arbitre avec nos propres normes aussi qu'on se donne pour mener à terme notre doctorat, pour nous approprier et personnaliser notre doctorat. Donc, nous suggérons d'imaginer des dispositifs qui permettent d'expliciter ces dilemmes vécus, les dilemmes vécus des doctorants, les processus de renormalisation, même pour partager aussi des postures de renormalisation. Parce qu'on considère que l'activité de recherche, ce n'est pas seulement un espace de production des connaissances, mais également de production des normes et d'émancipation d'un apprenti chercheur. Merci beaucoup.